Salam alaikum, Azul, bonsoir. La violente répression qui a sévi hier contre la manifestation des étudiants à Alger ne s'est pas produite dans le feu de l'action, comme on dit. Elle a été pensée, planifiée, délibérée dans ses moindres détails. Ceux qui l'ont décidé, ce déchaînement de violence, ne peuvent pas se situer dans des cercles intermédiaires, des commandements locaux, ni même au plus haut sommet de la Direction générale de la Sûreté nationale, la DGSN. Personne qui appartienne à ces hiérarchies n'aurait pu prendre la responsabilité d'une telle mesure. Ordonner aux policiers de briser la manifestation d'Alger, taper dans le tas et interpeller des centaines de personnes. Personne à ce niveau de hiérarchie n'aurait pris la responsabilité d'une telle opération qui aurait pu très mal se passer, qui aurait pu mal tourner et coûter son poste à son initiateur. L'ordre de recourir à une telle violence n'a donc pu émaner que du plus haut sommet du régime, donc de l'état-major de l'armée. Cela ne fait pas l'ombre d'un doute. Et dans ce cas, des questions se posent. Pourquoi avoir circonscrit cette violente répression à Alger et à Alger seulement? Quel en est le but recherché? Qu'est-ce qui a conduit à une telle extrémité? Panique au sommet du régime? Stratégie pour faire peur aux manifestants et les dissuader de persévérer dans la protesta? Stratégie du chaos pour plonger le mouvement de contestation dans la violence et pouvoir éventuellement donner la troupe? Préparer progressivement les opinions publiques internationales à la répression systématique que la junte s'apprête à déclencher contre les manifestants? Montrer ses muscles aux plus hésitants qui n'ont pas encore rejoint le mouvement national de contestation et les en dissuader? Autant de questions qui se posent. Il n'en demeure pas moins que ce régime finissant est aux abois, qu'il donne des signes de panique et qu'il peut avoir des réactions de fauves blessés. Il n'en demeure pas moins que ce régime n'est même plus capable de respecter sa propre constitution, celle qu'il a pourtant confectionnée à sa mesure et qu'il n'en finit pas de violer, de transgresser. Il n'en demeure pas moins que ce pouvoir est en train de dépasser toutes les bornes. Un collectif d'avocats qui a animé une conférence de presse a lancé une véritable alerte sur les dangereuses dérives de ce régime. Ces avocats ont notamment, et entre autres graves accusations, relevé que ce système se distingue désormais par les arrestations arbitraires, par les enlèvements, les détentions injustes et injustifiées, le non-respect de la présomption d'innocence, les procédures légales piétinées, une justice d'exception. Et ce que n'ont pas dit ou ce que n'ont pas dénoncé ces avocats, connus pour s'être portés à l'avant-garde de la contestation, mais qui n'en sont pas moins tenus par une obligation de réserve, si on peut dire ça comme ça. Ce qu'ils n'ont pas dit, c'est que les magistrats insultent jusqu'à l'honneur de la profession, de leur profession. Des magistrats corrompus jusqu'à la moelle, et que le régime tient
par le chantage de rendre publique leur turpitude. Des magistrats qui payent leur dîme à un régime qui les tient. En ce faisant, ces molosses, ces juges serviles qui rendent des verdicts à l'injonction, cette justice du téléphone, cette justice à la carte, dont certains juges disposent de courtiers et même de tarifs et qui se font payer comme s'ils tenaient un commerce. Et ce que n'ont pas dit les avocats, par devoir de réserve, est qu'une véritable terreur règne dans ce cloaque qui a l'audace de se qualifier d'institution judiciaire. Oui, une véritable terreur exercée contre les magistrats qui refusent de prononcer des jugements dictés par le téléphone. Ils sont l'objet de menaces, de diffamations, de dénonciations calomnieuses et des bannissements qui ont pour nom mutation. Oui, c'est cela qui a cours dans cette justice censée se rendre au nom du peuple ou des corrompus qui ne reculent devant rien ni aucune indignité, ont pignon sur rue, pendant que les plus honnêtes des magistrats, des hommes et des femmes d'honneur, rasent les murs et n'aspirent qu'à se faire oublier. Des gens qui ne vivent que de leur traitement et qui tremblent à chaque fois que le téléphone sonne avant une affaire ou une autre. Des magistrats beaucoup plus nombreux qu'on croit, peut-être plus nombreux que les magistrats véreux, que les magistrats mercenaires, et qui pourraient se liguer contre le régime, arracher de haute lutte l'indépendance de leur corporation, en faire une vraie institution, libérée de l'emprise des mafiocrates et autres potentats. L'autre sujet que nous allons aborder aujourd'hui est celui de Karim Tabou, une des figures les plus emblématiques de la révolution du 22 février. Enlevé, arrêté et incarcéré de façon arbitraire, en violation de la loi, et dont on vient d'apprendre qu'il a été mis en isolement, toujours en violation de la loi, que ses geôliers lui font subir des tortures mentales pour le briser, pour terroriser les rares politiciens qui se sont engagés dans la révolution. Mais tant va la cruche à l'eau, tant va la cruche à l'eau, qu'à la fin, elle se brise. يما كتري من داوي ولادك راهم خارجين يمشيو على الحرية يما ولادك متحضرين طالبين ديمقراطية هاك الورد زيد الياسمين في مسيرة سلمية عالتغيير معولين اليوم الشعبي عشرة والسيستم ما فهموش كوتسيزو يجيبها بارا ويماركي ما تحقروش 10 سنين تدمر 10 والو مازال ما شبعتوش وبربي هاد المرة والو ناضي ما تفوتوش بلادي بكاو كدموع ميساج كاع المسؤولين يونا مارك رانا منكم هادو 20 وحنا صابرين يا دزاير قلبي راه معمر اليوم نسمع صوتي خلوني نهضر سلمية انا ما جيتش نكسر نقول الحق ما رانيش مخسر
Algérie, le régime cherche-t-il l'embrasement? C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Et pour en parler avec nous, Aqila Lazri, médecin, militante politique. Aqila, merci d'être avec nous. Merci de m'avoir invité. Bonsoir à tous. Bonsoir. Brahim Younsi, cadre MDA de 1900. Ancien cadre MDA, enfin, ancien cadre de l'ancien MDA. De l'ex, oui. De quelle année à quelle année? 82 à 88. De 82 à 88. Voilà. J'attends avec impatience le jour où on pourra vous présenter de différents. Autrement. Ça viendra. J'espère. Oui. Alors, vous pourrez attendre. Je peux attendre. Ok. J'attendrai. Adel Jabbar, citoyen algérien au Canada, qui sera avec nous en Skype. Il est avec nous. Adel Jabbar, merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Je vous souhaite une excellente émission. Le bonjour à tous ceux qui sont sur le plateau et à notre peuple en Algérie et partout dans le monde. Merci, mais Adel, j'ai l'impression qu'il ne fait pas très froid au Canada. À voir comment vous êtes habillé. 13 degrés. Là, je me suis arrêté dans un des 800 parcs que contient la ville de Montréal. Il y a 800. Et c'est une merveille de la nature. J'espère qu'un jour, en Algérie, moi j'ai un projet en tête pour planter 4 milliards d'arbres en Algérie le jour d'après l'indépendance. 100 arbres par citoyen. Nous allons verdir ce pays. Merci. Alors, vous me dites 800 parcs pour la seule ville de Montréal? Exactement. C'est génial, c'est incroyable, c'est fabuleux. On n'a pas de prédateurs ici. On oui. sert à quelque chose. Mais on vous en a envoyé quelques-uns ces derniers temps qui viennent s'installer chez vous. On va super bien s'occuper. Ne vous cassez pas la tête. Nous sommes dans un état de droit où seule la loi prévaut. Et vous allez les dénoncer, les Bjaouis et tous les autres. Il paraît qu'il y a des dizaines, et je n'exagère pas, il y a même les noms, d'anciens militaires, d'anciens ministres, d'anciens hauts gestionnaires, d'anciens hauts commis de l'État et d'anciens grands serviteurs de l'État qui ont ramené des valises d'argent et qui sont installés chez vous, qui ont placé l'argent volé aux Algériens dans des comptes en banque. Et ça se passe bien pour eux, semble-t-il. Non, ça ira très mal. Je sais qu'il y a un groupe d'Algériens ici qui sont en train de s'organiser pour monter des dossiers et saisir aussi bien l'État canadien que les autorités judiciaires de ce pays-là. Alors j'aimerais vous demander à vous et à tous nos compatriotes qui sont au Canada d'essayer de nous envoyer des prises de vue des biens de ces gens, leur villa, leur résidence, leur société, etc. Mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Donc, alors, mes chers amis, répression tous azimuts à Alger, et à Alger seulement, nous dit-on. Les manifestants, les étudiants qui manifestent chaque mardi et les citoyens qui les accompagnent d'habitude, donc allaient entreprendre cette marche le plus normalement du monde. Et là, d'un seul coup, répression, mais alors on a tapé dans le tas, on a arrêté 250 personnes, au moins, et de façon très violente. Et il semble bien, selon certains témoins, que les policiers rechignaient un peu à la tâche, comme s'ils appliquaient les ordres contre leur gré. On les a vraiment contraints, contrairement à d'autres de leurs collègues qui ont fait preuve d'un excès de zèle absolument incroyable. Et ils ont même tapé sur une vieille dame jusqu'à ce qu'elle s'évanouisse, nous dit-on. Alors, d'après vous, c'est juste comme ça dans le feu de l'action? Il y a des instructions? On veut arriver à quelque chose de particulier? Je pense que les taux se resserrent. On a une date, ils ont une date butoir, il y a le 12 décembre qui arrive. Jusque-là, toutes les tentatives d'étouffement de la révolution ont été vouées à l'échec. C'est un échec cuisant. Il y a quand même eu 2 élections qui ont été annulées. Toutes les propositions, en passant par le panel, les différentes lois et les différentes personnalités qu'on essaye de présenter au grand public ne font pas consensus et tout est rejeté en bloc. Donc le système qui est en place ne comprend pas qu'il est face à une crise de confiance, qu'il pourra tout proposer, que ça ne passera pas, parce que c'est de lui dont il s'agit. Le problème, c'est lui.
et non pas les solutions qu'il pourra proposer. Le seul problème dans cette histoire-là, c'est ce système-là, qu'il faudra qu'il fasse son deuil de l'exercice du pouvoir et qu'il faut qu'il se prépare à partir. Mais le problème est que jusque-là, depuis le 22 février jusque-là, il a essayé, comme il dit lui, d'accompagner, quoi qu'il fait tout pour contraindre la manifestation, pour la gêner, les barrages filtrants, les barrages bloquants, les arrestations en catimini, mais comme ça, avec une telle brutalité, directement à taper dans le manifestant, à casser du manifestant, on n'avait encore jamais vu ça. Est-ce que c'est une décision mûrement réfléchie? Et si oui, pourquoi l'avoir prise? Alors, je vous le dis, on a une date qui arrive, elle est le 12 décembre, c'est demain. Oui. Et c'est le temps ils veulent donc décourager les gens de sortir. Et eux, ils ont une feuille de route à respecter. Je vous rappelle quand même qu'on est dans une forme de 5e mandat. Oui. On est encore dans la feuille de route. C'est le 4e mandat qui a été prolongé ad vitam aeternam. On est dans leur feuille de route, qu'on est en train de bon. Il y a deux chemins parallèles, deux actions parallèles, celle du peuple et celle du pouvoir, mais eux, ils tiennent à ce que leur feuille de route passe coûte que coûte. Donc, est-ce que c'est une stratégie mûrement réfléchie? Je ne sais pas, ça veut dire quoi une stratégie mûrement réfléchie, mais je pense que l'histoire des révolutions jusque-là, elle ne s'est pas trompée. Les pouvoirs en place sont souvent très loin des revendications populaires. Je vous ramène à la Révolution française 1789, quand le peuple sort et qu'on vient voir Marie-Antoinette pour lui dire, écoutez, le peuple est en colère, il veut du pain. Elle leur dit, mais donnez-leur des brioches. Ouais. Vous voyez bien qu'en fait, il y a un fossé qui est énorme. Ouais. Et stratégie ou pas stratégie, alors peut-être qu'il y a stratégie, on peut se lancer comme ça pendant toute une soirée à faire des prophéties, mais vous allez voir, dans 2-3 jours, on risque de se rendre compte qu'on a perdu notre temps à analyser le comportement d'un pouvoir qui n'a qu'une seule obsession, c'est de garder le pouvoir. Brahim aussi. Très juste. Très, très juste ce qui vient d'être dit, sauf que, c'est pas à vous, sauf que la répression est l'ADN du régime, du système. Oui. Moi, je ne crois pas. Il y a une intensification de la répression ces derniers jours, effectivement, parce qu'il y a cette date, effectivement, butoir. Parce qu'ils veulent absolument aller au 12 décembre. Et donc, ils répriment. Et derrière cela, il y a, à mon sens, une sorte de stratégie, une stratégie de la peur, pour que la population ne vienne pas de peur de se faire arrêter, de peur de se faire tabasser, de peur... C'est un message qu'ils envoient aux gens pour les dissuader de continuer à sortir, à manifester. Absolument. C'est de la dissuasion. On essaye de dissuader, et on l'a déjà fait. Oui. On l'a déjà fait en bloquant, et vous l'avez dit, en filtrant, en bloquant, etc. L'affaire du drapeau à Mazir, on est la preuve. Bon, les gens ont cessé à un moment donné de le porter dans certaines villes, et notamment à Alger. On l'a cantonné à une ville, à la Kabylie, ou à une région, à la Kabylie, etc. C'est exactement la même stratégie que l'on veut poursuivre. Mais est-ce qu'il n'y a pas isoler Alger, de monter en cadence de la violence? Est-ce qu'il n'y a pas de risque que les manifestants tombent dans ce traquenard et ne se mettent à être violents à leur tour? Jusqu'à maintenant, la population reste dans le pacifisme. Mais le pouvoir, le système, a joué l'embrasement à maintes reprises. On a même parlé, vous-même, vous avez parlé d'état de siège. Oui. Certains, un état de siège non dit. Oui, on est dans l'état d'urgence non déclaré. Oui. Donc le pouvoir, lui, il joue l'embrasement. Votre titre est très bon. Il joue l'embrasement. Il joue l'embrasement. Il veut absolument que les choses s'embrasent. Et pourquoi? Pour pouvoir donner la troupe? Pour pouvoir absolument vider, donner la troupe. Il a donné la troupe. Aujourd'hui, ça commence par la police. Non, mais la troupe, quand on dit donner la troupe, c'est l'armée. Oui, mais il donnera la troupe. C'est une formule consacrée. Si la police venait à être débordée, vous l'avez dit, les policiers, c'est pas avec réticence, mais avec mollesse, avec une certaine mollesse. Beaucoup de policiers sont sensibles à policiers Khawa Khawa, Shorta Khawa Khawa. Bon, les soldats, les conscrits et les soldats sont dans le Khawa Khawa. Oui, c'est pour ça peut-être qu'on ne les sort pas. Oui, parce que peut-être que le système ne leur fait pas confiance. Mais à un moment ou à un autre, j'ai lu tout à l'heure avant de venir chez vous, j'ai lu
ce qu'on appelle l'éditorial de la revue El Djish. Oui. Ben, c'est une déclaration de guerre. Oui, c'est une quasi-déclaration de guerre, parce qu'il est à côté totalement de la plaque. Il dit accompagner la population, que le peuple veut l'élection du 12 décembre, alors qu'il accompagne... C'est un peu le peuple veut des brioches. Oui, absolument, c'est vraiment cela. Quand on lit cet état-major, le peuple, l'armée, l'état-major accompagne le peuple par la répression. Et il ne l'accompagne pas pour les... Enfant, Sauf que le peuple, lui, quand on lit l'éditorial d'El Djish, oublie que la Constitution et les lois qui l'accompagnent d'une certaine manière, la loi relative aux élections, la loi relative aux partis politiques, etc., sont abrogées. Elles sont abrogées motu proprio par le mouvement. Oui, absolument. Par le mouvement. Et violé allègrement par le chef de l'état-major. Jusqu'à maintenant. Puisqu'il instaure une dite instance d'élection, je ne sais pas comment ça s'appelle, cette instance d'élection, qui est contraire aux dispositions constitutionnelles. Tout à fait. Tout est anticonstitutionnel ou aconstitutionnel. Vous vouliez dire quelque chose, Akhila? Oui, je voulais juste rajouter pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire qu'en fait, il cherche la violence parce qu'il veut ramener les gens sur son territoire. La violence, c'est l'outil qu'il maîtrise le mieux. Oui. Voilà. Alors que jusque-là, il a été mis en difficulté parce qu'il n'y a pas eu cette violence, oui. À cause de cette silmia. Et, pour être il n'a pas l'habitude de ça, lui. Selmia, il a haute conscience politique. Voilà, c'est pas une habitude, et puis il ne sait pas interagir comme ça. Le débat d'idées, c'est quelque chose qui échappe au pouvoir qui est en place. Lui, là où il sait agir, c'est quand il y a des émeutiers, et là, on est en mois d'octobre, donc symboliquement, je vous rappelle quand même les événements d'octobre. C'était le 4 au soir, le début des émeutes. Le 6, il y a eu l'état de siège. Donc, avant d'aller à Adel Jabbar, justement, Akhila vient de soulever quelque chose qui m'interpelle. Jusque-là, le régime s'est toujours servi des agents provocateurs pour faire tourner les différentes manifestations qui ont toujours eu cours dans le pays. Elles se comptaient par centaines. Ce que les gens ne savent pas, c'est qu'il y avait des centaines d'insurrections. Oui. Mais elles étaient locales, localisées, circonscrites à des territoires, à des wilayas. Et alors le régime avait trouvé une formule très simple. À chaque fois qu'il y avait une manifestation pacifique au demeurant, une insurrection, même si elle était limitée, il envoyait ses agents provocateurs qui rentraient au milieu des gens, qui se mettaient à casser les magasins, à caillasser les mairies, à plier en deux les poteaux électriques, à casser les voitures des gens, et tout le monde se mettait à crier « Oh, on en a marre, où est l'État? On en a marre de ces voyous !» Comment ça se fait qu'il n'ait pas recouru à cette méthode, qui est pourtant très éprouvée, hein, qu'il maîtrise parfaitement bien? Pour deux raisons. Déjà, il faut se dire que si on est capable de manifester avec autant de civisme aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu cette question d'accumulation des luttes. C'est le résultat de toutes ces insurrections qui ont eu dans le pays depuis 1962 qu'aujourd'hui, c'est la mémoire en fait qui travaille pour nous, c'est notre mémoire qui travaille pour nous. On sait là où on a failli pendant 57 ans. Et on sait là où il ne faut pas se tromper. Aujourd'hui, on a une seule certitude, c'est que, d'une part, notre combat est juste, nos revendications sont légitimes, et notre manière de le faire est correcte. Très bien. Le pouvoir, le système, me semble-t-il, est dans une autre stratégie. C'est la stratégie de la propagande. Vous avez plein de gens, y compris parmi les élites, hélas, qui sont favorables à l'élection du 12 décembre. Et qui le disent à demi-mot. Hein. Oui, mais quelquefois c'est audible et c'est clairement dit. Oui. On appelait ça à l'époque de Napoléon III, avant qu'il ne devienne Napoléon III, pour devenir l'empereur qu'il est devenu. Le prince-président. Le prince-président, il y a eu un coup d'État. Oui. Hein, un coup d'État, même s'il y avait des élections. Oui. On appelait ça les ratapoils. Ceux qui propageaient comme ça, qui faisaient la propagande pour Napoléon le Petit, comme l'appelait Hugo. Oui. Bon, voilà. Donc aujourd'hui, l'état-major est dans cette
tactique-là dans cette Plutôt stratégie. la propagande que la provocation directe. Il y a une grande propagande aujourd'hui. Oui, oui. Moi, je connais certains qui ils m'ont envoyé des textes. Bon, j'étais effaré parce que je les connaissais opposants, etc. Mais qui sont dans la stratégie de l'état-major. Un peu chafouine pour la plupart du temps. Parce que ceux qui appellent directement aux élections, là, ils ne passent pas. Mais d'autres utilisent le danger qui plane sur le pays. Mais même le patois politique, permettez-moi de le dire comme cela, le patois politique utilisé par aussi bien ces élites, le peuple ni ne le comprend, ni ne le parle. Oui, absolument. Très bien dit. La question juste pour prolonger votre discours, la question de la diabolisation de la transition démocratique, elle rejoint cette propagande. C'est-à-dire que du jour au lendemain, on s'est réveillé et on a trouvé que la question de la transition démocratique et d'une assemblée constituante étaient des questions qu'il ne fallait pas dire parce que c'était synonyme de chaos, parce que c'était synonyme d'étranger, parce que c'était synonyme de difficulté, comme si ce peuple algérien qui manifeste d'une manière hautement civilisée, n'était pas capable d'aller vers ça. De sortir du rail. De sortir du rail, qu'on aura décidé pour lui. Oui. Parce qu'on l'a tout le temps méprisé, on l'a méprisé depuis le début, c'est pour ça qu'on ne l'a jamais laissé être souverain. Parce que pourquoi une poignée d'hommes se sentent obligés ou s'octroient le droit de détenir le pouvoir de tout un peuple? C'est par mépris, c'est parce qu'ils estiment que ce peuple n'est pas capable de le faire. À plus forte raison que quand on a un peu de recul et quand on observe un peu avec plus d'attention ces gens dont vous parlez, qui sont accaparés le pouvoir du peuple, on se rend compte que ce sont des... Excusez-moi de parler de façon aussi triviale, que ce sont des voleurs, que ce sont des assassins, que ce sont des trafiquants, que ce sont des comment on dit, plus que populaires, des démagogues, des menteurs. On les connaît, on les a pratiqués, ils sont de chez nous, comme disait la fameuse publicité. Populaire, c'est un bon mot. C'est populiste. Populiste, pardon. Alors, Adel Jabbar, au sujet de cette répression très ciblée, très pensée, semble-t-il, et qui semble avoir été décidée du plus haut sommet de l'état-major, puisque personne n'aurait pu prendre la responsabilité de se lancer dans une telle aventure qui aurait pu très mal tourner. À votre avis? À mon avis, il faut gérer ses émotions. C'est ce qu'on apprend aux enfants ici pour leur dire restez en contrôle, soyez rationnels et lucides. Ne soyons pas surpris par cette cruauté policière et la cruauté et la violence et la brutalité de ce régime-là. Ce régime a toujours été violent. Il a été jusqu'à même assassiner des opposants qui ne représentaient aucun danger, sauf celui de dire une chose contraire à leur feuille de route politique. Donc pour moi, ce qui s'est passé hier rentre dans la nature même de ce régime-là, sauf qu'il y a une, comment dirais-je, il y a une ignorance pathologique chez ce régime-là. Il a tendance à l'oubli parce qu'il a la mémoire du chien. Il oublie très vite. Un chien, vous le frappez, puis vous l'appelez, vous le caressez, il va vous lécher la main. Ils sont dans cet état-là. Ils oublient que les expériences qui ont prévalu dans le monde ont toutes échoué. La police d'hier me rappelait malheureusement la police de l'apartheid qui tabassait les Soweto. Me rappelait la police suprématiste de Montgomery en 1966 quand les Noirs, les Afro-Américains réclamaient leurs droits civiques. Ils oublient qu'il y a un peuple qui est en lutte depuis 60 ans, qui subit une violence inouïe, mais qui ne s'est jamais arrêté devant une armada meurtrière de l'armée, de la police sioniste. Donc ces gens-là sont en train de tirer les dernières salves de survie. N'oublions jamais que ce régime-là est un triumvirat de bandits et de voyous. C'est l'amalgame de trois pieds, un trépied, d'oligarques voleurs, dilapideurs des richesses nationales, de généraux prédateurs et dictatoriaux et de politiciens corrompus qui sont à la solde de la dictature. On parlait tout à l'heure de l'élite politique. J'ai toujours dit qu'il n'y a pas d'élite politique, à l'exception de quelques rares
personnes ou personnalités nationales qui sont restées extrêmement. Devrait-on mettre dans le même panier de l'élite politique un sous-produit comme Kliba? Kliba faisait, il y a quelque temps, partie de l'élite politique. N'était-il pas le troisième homme de l'État, entre parenthèses? Et donc, quand on parle de l'élite, je suis très mal à l'aise pour leur donner cette qualification-là. L'élite, c'est celle qui gouverne. Moi, je suis dans un pays, on dit, un pays marche avec une élite de 10% et 90% de payeurs de taxes, des gens qui produisent la richesse, qui travaillent. Aujourd'hui, nous n'avons pas d'élite, nous avons des voyous qui se sont accaparés l'État, qui l'ont privatisé à leur compte. Ils ne sont pas en train de régler les problèmes de ce pays, ils sont loin de considérer l'avenir de l'Algérie comme étant le leur. Ils veulent préserver leurs intérêts et l'intérêt des leurs. Ne voyons-nous pas aujourd'hui que celui qui est en train de nous imposer la pire et la plus ignoble et la plus atroce des dictatures depuis 1962 a fait fuir sa famille? Ses enfants sont partis à l'étranger pour retrouver refuge. Mais aux Algériens, il est en train d'imposer le bâton et bientôt la mitraillette. S'ils n'ont pas sorti les canons, s'ils n'ont pas sorti les mitraillettes, s'ils n'ont pas tiré lâchement comme ils l'ont fait en 1988, parce que le monde a changé. Aujourd'hui, s'ils veulent provoquer les Algériens pour les emmener à la violence, le peuple algérien a compris, particulièrement cette nouvelle génération, qui a trouvé une arme fatale pour détruire pacifiquement cette dictature, c'est la non-violence. Les Algériens restent... La non-violence, mais aussi peut-être une nouvelle forme d'informer, les réseaux sociaux, une grosse partie de l'armée qui est composée de conscrits, c'est-à-dire d'appelés, et qui sont dans le cœur bas pour la révolution, qui ne sont pas avec leur chef, et qui pourraient se retourner contre ceux-ci si jamais ils sont lancés contre le peuple. Ils ne pourront pas être lancés pour le peuple. Le monde aujourd'hui est un gros village. Vous êtes à Paris, je suis à Montréal, il y a 6-7 000 kilomètres. Nous sommes en live. Nous sommes en train de parler des Algériens qui sont en Algérie et même en Chine ou en Inde sont en train de nous voir et de nous écouter. Donc le monde aujourd'hui est très petit. C'est un gros village où l'information circule. Celui qui détient l'information détient le pouvoir. Cette dictature androposée est restée dans les schémas anciens. Elle n'a pas vu l'évolution qualitative qui a été faite par le monde qui a changé, par les jeunes Algériens qui ont changé et qui sont rentrés de plein pied dans la modernité. Aujourd'hui, ce sont eux qui ont la main sur le volant de la communication et de l'information. Aussitôt qu'il y a un militant qui est arrêté à El Milia, à Khenchila ou à Tlemcen, toute la planète est au courant et le réseau de solidarité internationale est tout de suite configuré. Restez avec nous, Adel Jabbar. Je rappelle juste, puisque vous parlez de presse, que la radio nationale en Algérie a envoyé un préavis de grève aux autorités, puisqu'il faut les appeler comme ça, pour censure. Et il faut quand même parler de quelque chose, c'est que dans les médias publics, il y a la radio, il y a les journaux écrits, il y a la télévision et il y a l'agence, l'APS. Alors, les meilleurs journalistes, et je le dis comme je le pense et comme je le sais, les meilleurs journalistes sont à la radio, toutes langues confondues, et à l'APS. Puis viennent la presse écrite. Merci pour le compliment. Vous en avez été. Vous avez été depuis la fin des années 60, voilà. 70. Et dans la presse publique télévisuelle, c'est un peu moins reluisant. Mais en tout cas, c'est la radio, curieusement, qui lance un préavis de grève. Toute radio confondue, hein, dans toutes les wilayas, dans toutes les régions et dans toutes les, comment dirais-je, les spécialisations, qui lance un préavis de grève pour dire il y en a marre de la censure, nous diffusons des choses qui n'ont rien à voir avec l'actualité, pendant que des journaux libres, des télévisions libres, des radios libres montrent leur peuple en train de manifester. Là, c'est vraiment un gros caillou qui vient de mettre dans la chaussure du régime. Nous allons écouter la conférence de presse, un petit extrait, une déclaration de Maître Bouchachi, puis nous revenons au débat. طيبة هذه الصورة النيرة لهذه الثورة السلمية لكل الشعب الجزائري يقابلها منذ عدة أشهر انتهاكات جسيمة لحقوق الناس
انتهاكات جسيمة وانزلاق خطير. انزلاق خطير في فترة اللي نتحدث على القيام بانتخابات والذهاب إلى ديمقراطية. نقوم باعتقالات، نقوم بسجن نشطاء، نقوم بسجن شباب. هل ما تقوم به السلطة اليوم هو تطبيق للقانون بغض النظر عما قاله زميلي الأستاذ بادي بأن الإخوة القضاة التزموا؟ أنا أريد منهم فقط أن يلتزموا بالقانون. C'est incroyable, des dérives incroyables, des dérives judiciaires, une justice complètement aux ordres d'un régime qui décide d'en faire ce qu'il veut, qui ordonne de libérer quelqu'un, puis ordonne de le réincarcérer sans vrai motif, qui ordonne de le mettre en isolement, nous parlerons tout à l'heure de Karim Tabou, qui fait arrêter 250 personnes comme ça au cours d'une seule manifestation, puis qui décide de les relâcher, qui décide d'en garder quelques-uns, qui décide d'enlever des gens de chez eux sans mandat, sans convocation, sans rien, de les incarcérer dans des prisons alors que l'avocat lui-même ne connaît même pas le chef d'inculpation. Ça veut dire qu'ils sont en train de faire des choses. Et dans le même temps, ça c'est le corps de la justice, le pouvoir judiciaire Zama. À côté, les corps sécuritaires, police, gendarmerie, pareil, on s'en sert comme de vulgaires soudards qu'on envoie taper du manifestant, le maltraiter, le torturer, l'insulter, l'injurier, en défi de toutes les lois et en dépit de toutes les lois. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il faut faire? Déjà, je pense qu'il faudra rendre hommage à nos étudiants qui ont été extrêmement courageux hier, hein, parce qu'au moment, on est là en plein début d'année scolaire et universitaire, au moment où les universités, les étudiants du monde entier sont en train de préparer leur rentrée universitaire, leur rentrée scolaire, pour aborder leur avenir avec sérénité, dans la sécurité et avec épanouissement. Hein, grâce à des États qui garantissent cela justement, nous, les nôtres, font face à une violence d'État disproportionnée. Non seulement ils ont le mérite et la dignité de manifester avec civisme pour réclamer de la démocratie, de la liberté, des principes qui sont tout simplement les principes fondamentaux qui sont dus à tout être humain, c'est le respect de la dignité de l'être humain, mais en plus de ça, on les matraque. Il ne s'agit même pas d'arrestation, il s'agit de kidnapping. Ils sont enlevés dans des cafés, ils sont enlevés dans la rue, ils sont enlevés chez eux, on les arrête, on les relâche, et puis cette histoire d'emprisonnement ou de détention provisoire qui est juste une violation à la justice, il n'y a pas de dossier, il n'y a pas de chef d'inculpation, il n'y a pas d'accusation. Parce qu'une accusation supposerait qu'il y ait dossier et ensuite convocation et qu'ensuite le prétendu coupable puisse se rendre à son rendez-vous, etc. Et puis, n'en parlons pas de la présomption d'innocence. Des gens ont été arrêtés parce que... Il en a parlé, M. Boucher. Violation systématique du droit de la présomption d'innocence. Ouais. Donc il y a des gens qui, il me semble, qui ont été arrêtés parce qu'il y a eu un post sur Facebook au mois de mai. C'est-à-dire qu'on n'a plus le droit de parler. On saisit les téléphones des gens qui filment les manifestations. Mais comment museler, c'est ça la question, comment ils vont s'y prendre pour museler 42 millions de personnes? C'est surtout ça. C'est là où ils se fourrent un petit peu le doigt dans l'œil. C'est-à-dire que là, en fait, on a l'impression quand même qu'ils sont poussés dans leur retranchement. Ils réagissent comme une bête blessée. Une bête blessée, on ne sait jamais comment elle va réagir. Ce sont des réactions de panique, voilà. de c'est la panique, voilà. Je dois respecter quelque chose et je tape comme ça. Il ne peut pas devenir dangereux comme ça, avec un tel état d'esprit, une telle panique Ça dépendra beaucoup de nous. Comment? C'est-à-dire qu'à partir du moment où on respecte le principe de Silmiya, le principe du pacifisme, on ne leur laissera pas le choix. Et alors, ça ne les empêchera pas de rafler des gens,
il faut être vigilant, il faut filmer. C'est des consignes simples. Ne jamais parler sans la présence d'un avocat. Toujours, il faut toujours qu'il y ait une tierce personne qui sache où on est. Il faut toujours avoir un téléphone chargé. Il faut toujours avoir la caméra. C'est vraiment les choses et signaler. Et puis, si tout le monde filmait, il faut que tout le monde ceux qui sont en train d'être arrêtés aujourd'hui pour avoir filmé des scènes ne seraient plus inquiétés, puisqu'on ne peut pas arrêter, comme vous le dites, des centaines de milliers de gens qui sont en train de filmer, tous ensemble. Tout à fait. Brahim aussi. Je reviens à une formule que j'ai déjà utilisée. Le pouvoir n'est plus le maître des horloges. Et ces horloges sont devenues folles. Oui. Pourquoi? Et je reprends ce que Sedjbar disait tout à l'heure, très intéressant. C'est que le pouvoir, le système, est en train d'assister, comme nous d'ailleurs, à la naissance inéluctable d'une nouvelle société algérienne. Et il ne sait pas répondre à cette nouvelle société algérienne, qui est en train, et je crois qu'il a compris cela, le système a compris cela, le pouvoir l'a bien compris, que la révolution est en train de nettoyer les miasmes de l'autoritarisme. C'est très intéressant ce que vous dites. C'est-à-dire que le régime, aujourd'hui, est en train de découvrir qu'il n'a plus affaire à ce rachis. Hein, c'est lui qui dit rachis, la populace, c'est pas nous, hein. À ce rachis qu'il a toujours su allécher par des carottes et quasiment pulvérisé par le bâton et qui rentrait dans les trucs qui lui aménageaient. Mais là, il découvre un peuple nouveau. Nouveau, complètement. Une nouvelle société. Il dit, je ne veux pas jouer votre jeu. Vous jouez avec le feu, je ne veux pas jouer avec le feu. Je ne joue pas avec les allumettes. Je n'en ai pas. D'accord. Je n'en ai pas. Et le pouvoir l'a bien compris. Mais il manque quelque chose à cette logique. C'est que ce nouveau peuple empli de vertu, de détermination, qui regarde vers l'avenir, qui est en lui-même devenu une promesse, pourquoi n'est-il pas parvenu à faire émerger de son sein des gens qui pourraient le conduire, être son avant-garde, ses représentants? On l'a vu, ceux qui, on va parler de Karim Tabou tout à l'heure, oui. Vous avez que ceux qui sont des figures emblématiques de cette révolution, quasiment tous. Oui. On a vu quelques-uns, mais c'est leur... Comme Bouraga, comme Karim Tabou, Boumala, oui, Samir. Même parmi ceux que nous avons vus tout à l'heure, les Bouchachi, etc., parce qu'ils sont des figures emblématiques de cette révolution, ils sont sur le terrain. Oui. Si la révolution s'était donnée des leaders, des représentants, et j'ai souvent parlé des modalités. Je pense que la révolution, les gens de la révolution, parce que cette révolution est organisée, ce n'est pas anarchique. Ce n'est pas une révolution anarchique, ils ne sont pas dans l'anarchie. La preuve en est, ils ne cassent rien, ils rentrent chez eux. C'est les mêmes mots d'ordre qui circulent par l'Internet. Ils redeviennent le lendemain des citoyens qui travaillent, qui produisent, etc., etc. Ça veut dire qu'il y a une organisation. Il y a une organisation. Une organisation un peu dans l'air, qui ne se cristallise pas, qui n'est pas incarnée. Pour le moment, ils ne sont pas dans l'incarnation, me semble-t-il. Oui. Parce que ce n'est pas qu'ils ne trouvent pas. Je crois qu'ils ont les modalités de représentation. On en a souvent parlé. Je crois qu'il y a la question des modalités de la légitimation. Et comment faire aujourd'hui, quel est le processus, selon vous, pour y aboutir? On l'a vu à travers toutes les composantes de cette société, ce que vous appelez la société civile, qui était jusqu'à maintenant, il faut le dire, périphérique. Bon, j'ai souvent employé ce mot, qui était jusqu'à maintenant périphérique. Laissé pour compte. Absolument. Aujourd'hui, la société civile est en train de rejoindre la société véritablement, de la rejoindre sur les mots d'ordre, sur les valeurs de la société. Ce n'est pas la société civile qui dit voilà les valeurs que je vous inculque. C'est la société, les valeurs que nous voyons émerger, émergent de la société. Et ce sont les mêmes valeurs, les mêmes mots d'ordre, le même objectif, la même détermination, etc. C'est qu'il y a
un cerveau, des cerveaux. Il y a une espèce, passez-moi l'expression, de brainstorming qui est en train de... C'est un très bon mot, un brainstorming populaire, comme on a dit déjà, absolument. Un référendum à ciel ouvert. Absolument. Je crois qu'il y a. Mais comment trouver les modalités? Je crois qu'ils les ont. Moi, je suis sûr, je ne suis pas là-bas, je ne rentre pas... Très intéressant. Je pense qu'ils ont les modalités de légitimation, mais ils vont les employer à un moment ou à un autre. Adel Jabbar, sur ce que nous sommes en train de dire. Moi, je suis de ceux qui disent que ce régime putréfié et en fin de vie n'arrive pas encore. Ils sont encore à l'ère des émeutes localisées, des petites étincelles qui naissent de part et d'autre dans toutes les régions d'Algérie et qu'ils arrivent à circonscrire. Ils oublient que c'est une révolution. Nous sommes dans une situation révolutionnaire. Monsieur Brahim Younsi. Voilà, Brahim Younsi disait quelque chose d'extrêmement pertinent. Cette révolution-là a un cerveau. C'est le cerveau du peuple, c'est le génie du peuple. Moi, j'ai toujours dit qu'il fallait tout le temps se fier au génie et à l'instinct du peuple. Le peuple ne se trompe jamais, absolument jamais. Et il y a en plus de cela une véritable demande, une véritable quête de liberté, d'indépendance et de vivre en paix chez soi. Ils n'ont pas compris ça. Ils n'ont pas compris que les Algériens ne sont pas sortis pour demander un bout de pain et un bout de fromage ou une bouteille de Hamoud Boualem. Ils sont sortis pour la liberté. Ils ont oublié tous leurs problèmes. Et ils ne s'arrêteront pas. Votre femme vous demande d'aller faire les courses, elle vous donne un coup fin. Vous allez dehors, vous revenez avec un panier vide, ça va très mal. Il faudrait que vous rameniez les victuailles aux enfants. Les Algériens ne rentreront pas chez eux avec un panier vide après 8 mois de lutte ininterrompue. Mais Adel Jabbar, excusez-moi de vous interrompre. Est-ce que la crise économique qui déboule déjà, hein, on ne le dit pas suffisamment, mais elle est déjà là. On n'a pas attendu l'extinction des fonds de réserve. Je vous donne un exemple. Le secteur du bâtiment et travaux publics a été laminé à 60%. 60%, plus que la moitié. Et ce n'est pas le seul secteur qui est en train de subir les contre-coups d'une crise économique qui déboule, qui n'est pas encore là, mais qui n'en fait pas moins ressentir ses effets. Est-ce que cette crise économique qui va débouler de façon massive, au point où les gens n'auront même pas la possibilité de faire un plein d'essence, est-ce qu'elle ne va pas influer très négativement sur le Hirak? Et est-ce que le régime ne compte pas d'une certaine manière sur cette crise pour l'aider à disperser les gens? Cette crise va taper en plein dans la tête du régime. Cette crise qui s'annonce et qui est à nos portes ne peut pas déliter cette révolution-là. Il y a un homme politique dont je ne citerai pas le nom qui avait dit il y a une trentaine d'années, nous allons avoir beaucoup de larmes mais pas de sang du tout. Les Algériens sont prêts à accepter de pleurer. Ça c'est pour contredire Churchill qui avait dit l'inverse. Il va falloir beaucoup de sang et de larmes. Voilà. Ouais. Moi, je le contredis, j'irai dans l'autre sens. Je préfère qu'il y ait beaucoup de larmes, mais pas de sang du tout. J'avais assisté, il y a une trentaine d'années ou 34 ans, à l'avènement de la démocratie en Pologne en 89. Les Chicago Boys sont venus, ils ont pris en charge l'économie de ce pays. Les Polonais ont dit le diable, nous sommes prêts à accepter le diable, sauf le communisme. Les Algériens, dès lors qu'ils vont avoir un pouvoir légitime, qui les représente, qui travaille pour eux et pas contre eux, sont prêts à tous les sacrifices. Il va y avoir une communion de tous les Algériens pour aller dans le sens du redressement national. Nous avons des moyens, nous avons des cadres de très haut niveau, nous avons une jeunesse formidable, nous avons un potentiel minier et naturel extraordinaire. Ce qui nous manque, c'est la gouvernance. Nous avons été gouvernés par des bandits et des prédateurs, c'est tout, et des traîtres. Parce que c'est des gens qui ont vidé ce pays-là, qui l'ont vendu aux étrangers, et qui ont détourné de l'argent et qui sont partis s'installer à l'étranger. Avez-vous vu un général démis de ses fonctions ou un ministre terminer sa vie en Algérie, à l'exception de quelques-uns qui n'ont rien à se reprocher? Tout le monde prend la poudre d'escampette parce que les coffres d'argent sont pleins, il expatrie, il exfiltre sa famille et lui-même, et ils vont terminer leur vie, surtout en France. Donc les Algériens, moi-même y compris,
je suis prêt à accepter les souffrances économiques. On a vu une misère dans les années 94-95, après le rééchelonnement avec le FMI. Il y avait une misère des plus atroces en Algérie. On s'en était sorti, même si le pouvoir et le régime de l'époque était un régime antidémocratique, dictatorial. Bouteflika est venu, il a endormi tout le monde. Il y a eu une manne pétrolière qui est descendue du ciel. Mais malheureusement, ce régime-là est resté conforme à sa prédation. On a dilapidé 1000 ou 1200 milliards de dollars pour nous retrouver dans cette situation-là. Moi, je pense que dès lors que nous ayons choisi les gens qui nous gouverneront de façon légitime, nous sommes prêts à tous les sacrifices. Ce n'est pas des sacrifices pour le pain, c'est des sacrifices pour remettre la réingénierie de ce pays-là sur les rails. Pour le moment... Oui, finissez votre phrase. Pour le moment, malheureusement, la dictature n'a pas la même feuille de route que nous. La dictature est en train de nous préparer une parodie d'élection à laquelle elle croit elle seule, en ramenant des mercenaires de part et d'autre, qu'elle chatoie à coups de chèque, et puis elle veut nous imposer, ce sera une véritable catastrophe. Ce sera l'une des avant-premières mondiales au monde où les gens tourneront le dos aux élections présidentielles dans un pays. Les Algériens ne sortiront pas. Ils vont nous imposer un président qui sera le leur et pas le nôtre. Ce sera le président le plus fragile de l'histoire de l'Algérie. Et restez avec nous. Adel Jabbar, je reviens à vous dans un moment. Brahim aussi, avant de passer aux suggestions, j'ai l'impression que vous voulez faire une remarque comme à votre habitude. Oui, non, c'est pas une petite remarque intéressante. Comme dit madame, je prolonge ce qu'il disait, je prolonge un peu. Oui. Dans les années 50, avant le 1er novembre, certains partis indigènes, comme on disait à l'époque, étaient dans une conception, dans deux contradictions. Et on les retrouve, ces contradictions-là. Certains disaient nous sommes dans les contradictions primaires et les contradictions secondaires. Et le Parti communiste était le concepteur, le Parti communiste algérien était le concepteur des contradictions primaires et des contradictions secondaires. Les contradictions primaires, c'est la question sociale, c'est les questions sociales. C'est-à-dire qu'il faut régler, demander à la France, aux colonialistes français, aux colons français, de régler la question sociale. Donc la contradiction essentielle, primaire, c'est la contradiction sociale. Et les contradictions secondaires, c'est la question nationale. La question de l'indépendance, la question nationale. Nous sommes aujourd'hui, non pas dans les contradictions posées de l'époque, la contradiction sociale, qui était posée le 5 octobre 88. En 88, c'est la question sociale qui était posée. Et aujourd'hui, nous avons inversé. C'est la question posée, la contradiction politique. Et la démocratie, la République, les droits, la séparation des pouvoirs. C'est les contradictions politiques. Nous sommes dans les contradictions politiques, des contradictions politiques profondes. Je termine juste pas. Ce n'est pas un verset coranique que je vais citer. Mais je vais citer Jésus-Christ. Jésus. Oui. Qui dit l'homme ne vit pas que de pain. Oui. Il vit aussi des choses de l'esprit. Oui. Alors, du coup, je reprolonge l'histoire et je voulais quand même... L'angoisse aujourd'hui de ce pouvoir qui est en place, c'est que c'est compliqué parce que pour lui, il est en train d'assister à sa propre finitude. Et ça, c'est très angoissant. Et c'est pour ça qu'on a affaire à des actions, à des agissements qui échappent à notre entendement parce qu'on ne les comprend pas. On n'arrive pas vraiment à savoir où est-ce qu'il veut revenir. S'il veut aller aux élections, ce n'est peut-être pas pour nous la bonne méthode. Pour autant, lui, il est dans l'agressivité. Et vous employez, pardonnez-moi, un mot quasi eschatologique, à savoir que vous n'avez pas dit sa propre fin, mais sa propre finitude. Il s'agit bien de finitude, bien entendu. Et pour revenir sur la question de la représentativité et pourquoi le peuple, comme on l'appelle comme ça, le peuple ne s'est pas choisi de représentants, j'ai juste envie de dire que ce peuple-là a été privé de citoyenneté, il n'a jamais exercé
il n'a jamais connu sa citoyenneté. Il a fallu qu'il devienne citoyen avant de se décider à avoir un quelconque représentant. Et puis il y a cette question de volonté générale et d'intelligence populaire qu'il ne faut pas sous-estimer. Depuis ces 8 mois-là, on est presque sur une physiologie de gestation. On arrive au 9e mois bientôt. Donc peut-être l'essentiel, c'est qu'on accouche justement d'une démocratie, d'un État de droit, d'un État qui respecte les libertés et les principes de justice et de responsabilité. Donc, en fait, la chronologie et la temporalité que nous prenons est importante. Dès le début, beaucoup de gens se sont inquiétés. Il y a eu une angoisse qui a envahi les esprits en se disant « mais on sait quand est-ce que ça se commence, ça va être trop lent, quand est-ce que ça va se terminer, il faut qu'il y ait des représentants ». Mais il ne s'est pas choisi de représentants, d'une part parce qu'il a fallu qu'il réfléchisse sa propre citoyenneté, qu'il revoie ses revendications, parce qu'on a quand même commencé par juste un simple nom au 5e mandat, alors qu'il les a affinés. On part sur quelque chose de beaucoup plus large, de beaucoup plus digne et de beaucoup plus important et fondamental pour nous. C'est-à-dire que là, on va sur la construction d'un État et pas sur tout simplement la baisse des prix ou quelque chose comme ça. Voilà, mais cette révolution, parce que vous parliez d'accouchement et de terme, elle n'accouchera ni par césarienne, ni par des voies forcées. Ni par le forceps. Oui, ni par le forceps. Merci. Elle va accoucher de façon tout à fait naturelle. Et ce sera un très beau bébé. Oui. Alors, avant d'arriver à un sujet, c'est celui des magistrats, puis on parlera du cas Gaïd Saleh, cette fameuse rumeur, puis nous finirons par l'affaire Tabou, qui est en train de vraiment de casser la baraque au sein des manifestants qui veulent vraiment découdre presque à cause de l'affaire Tabou, parce que vraiment c'est de l'oppression qui dépasse toutes les limites. Nous allons en parler. Nous allons d'abord voir cet deuxième extrait de Maître Bouchechi, puis nous parlerons des magistrats. جه الضبطية القضائية بالزي المدني ويتم اعتقاله. سمير بالعربي وهو مع صديقه في الطريق يتم اعتقاله. نفس الشيء بالنسبة للسيد بومالة، هذا إلى جانب الشباب. ولن تلاحظوا معي بأن العصابة اللي سرقت البلاد وكسرت أمة في 20 سنة، شوفوا الإجراءات كيف يتم اعتقالهم. يبعثوا لهم كونفوكاسيون ويجيب الشوفير ويروحوا للمحكمة بكل احترام. Des arrestations, des enlèvements, des séquestrations, sans aucune convocation, sans aucun mandat d'amener. Et puis ces gens sont présentés à la justice qui exécute ce qu'on lui demande de faire, et qui met ces gens en prison, alors que tout le processus a été illégal. Et donc j'aimerais que nous parlions un peu de ces magistrats qui sont devenus le bâton légal, pendant que la police est le bâton armé, bâton à matraque, la vraie matraque, le matraque qui mongolo, le matraque. Les juges sont devenus le bâton légal pour emprisonner les gens au nom de la loi et au nom du peuple. Et c'est cette institution, si on peut l'appeler comme ça, et comment dire, elle est truffée de gens parmi les plus corrompus de la société algérienne. Tous les Algériens les connaissent. Quand vous dites un magistrat, généralement, c'est le synonyme de corrompu. Et je ne veux pas porter atteinte à l'honneur des hommes et des femmes intègres qui sont dans ce corps, bien au contraire, qui en souffrent, qui ont peur que le téléphone sonne, qui acceptent souvent des postes subalternes pour ne pas être amenés à entrer dans cette logique de la corruption. Et quand ils branchent, ces gens sont mutés généralement là où personne ne veut aller, ils sont séparés de leur famille, ils sont dégradés, c'est incroyable ce qui règne au sein de la justice et qui n'est pas encore sorti, c'est incroyable.
Alors que les corrompus, les magistrats les plus corrompus, on en connaît certains par nom et prénom à Alger par exemple, ils ont pignon sur rue. Ils sont tout le temps en train de toaster dans les ministères, dans les ambassades, à la présidence. Ils ont des chauffeurs, ils ont des voitures, ils ont de très belles villas au sein même des endroits fréquentés par la jet set. Comment on dit plutôt? C'est pas la jet set, la nomenclatura plutôt. Et donc, à votre avis, cette magistrature, comment faire pour essayer de la nettoyer? Et surtout, pourquoi les magistrats honnêtes eux-mêmes ne profitent-ils pas de cette formidable énergie du Hirak pour essayer d'arracher eux-mêmes l'indépendance de leur institution? Alors, vous soulevez deux questions. La première, c'est d'une part le système algérien qui est un système qui ne ressemble à aucun autre dans le monde, qui est anti-politique, liberticide, anti-organisation, anti-économique, et il a misé... Et anti-national, comme a dit Hamrouche. Exactement. Il a misé toute sa politique sur justement de l'anti-politique. Il a anéanti toute possibilité de réflexion, toute possibilité de critique. Il a anéanti l'école, il a anéanti les services économiques, il a anéanti toute possibilité d'émancipation des acteurs dans la société civile. C'est la seule chose qui permettait sa pérennisation. Donc il y a probablement beaucoup de personnes, des cadres, qui sont très haut placés, mais qui sont subordonnés et qui ne pourront jamais probablement s'émanciper de ce système-là parce qu'ils ont été nourris à ce système-là. Ils sont incapables de réfléchir en dehors de ce cadre-là. Ceux-là, ils sont, je pense, un peu perdus pour toujours. Donc on ne peut pas compter dessus. Irrécupérables. On ne peut pas compter sur une espèce d'élan de dignité comme ça pour se mettre du côté de la révolution, même si ce qu'on voit aujourd'hui en Algérie est totalement inédit. Puis il y a la deuxième question qui a été abordée par beaucoup de philosophes. Elle s'est posée lors de la Deuxième Guerre mondiale, lors de la solution finale. Vous savez, il y a eu des médecins qui ont accompagné des civils vers la mort, alors qu'ils étaient médecins, qu'ils avaient prêté le serment d'Hippocrate. Ils sont prêtés à des expériences. Ils ont fait des expériences. Et cette question qui a été traitée avec le procès de Nuremberg à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, mais qu'est-ce qu'on en fait? Mais comment on peut être à l'intérieur d'un système, mais qu'en même temps, on devrait prôner des valeurs humanistes, des valeurs qui vont aller à la défense de la dignité humaine, qui soit inaliénable, et les libertés fondamentales. Comment on fait pour ne pas s'insurger? Comment on fait pour ne pas résister? C'est une vraie question philosophique et morale qui s'est posée aux philosophes du XXe siècle. Et je pense qu'on est entre ces deux-là. On a une partie des magistrats et une partie aussi des citoyens qui ont cette incapacité de s'insurger, qui ont une incapacité à retrouver une dignité pour aller rejoindre les autres. Et puis, ces autres-là, on ne sait pas trop comment, mais il faudra sensibiliser, il faut pas perdre espoir. Je pense qu'il faut lancer des appels. Et comme m'avait dit lors de la conférence Maître Bouchachi, demandons-leur déjà de juste respecter le droit, ça serait déjà beaucoup, ça serait déjà énorme pour la révolution. Vous posez la question de l'éthique. Oui. Quand il n'y a pas d'éthique, et chez nous, l'éthique, il faut la chercher, on ne la trouve pas encore, hélas. Mais dans la révolution, on voit qu'il y a des comportements éthiques. Bien sûr. Il y a des comportements éthiques. La justice est l'épée du droit. Mais hélas, nous avons déjà connu cela il y a quelques années. Quand des juges, des procureurs condamnent, jugent entre guillemets en cagoule, c'est-à-dire que nous sommes en dehors de toutes... Les fameuses cours spéciales. Les cours spéciales. Nous sommes en dehors de toute justice. Le droit n'existe pas. Jugent des gens qui portent les stigmates très évidents, très apparents de la torture. Il y a même des gens qui ont été jugés alors qu'ils n'avaient plus un œil, qui ont été énucléés et jugés à la prison. Mais je vous laisse poursuivre. Oui, j'en sais quelque chose. J'ai lu quelques rapports sur les tortures qu'un de mes frères a subies. Et ils l'ont transporté presque mourant devant des juges en cagoule. C'est pour un pays, c'est de l'humanité. Vous parliez de l'humanité qui n'existe plus. Parce que ils ont été déshumanisés.
Totalement. Sans éthique et sans humanité. Totalement. Parce que quand on parle de ces choses-là, il n'y a pas de mots, il n'y a pas de mots assez puissants pour décrire ce qui s'est passé et ce qui s'y passe encore aujourd'hui. Mais pourquoi maintenant ça devrait leur être très facile. Il y a des millions d'Algériens qui sont dans la rue. Il serait très facile pour eux, comme cette initiative que vous avez créée avant de faire marche arrière, des 1000 magistrats, le club des 1000 magistrats, de sortir dans la rue, de dire non, nous refusons d'être les instruments de despotes. Nous sommes des magistrats et nous ne sommes pas l'épée, comme vous dites, de l'abus. Alors nous refusons, nous voulons que notre pouvoir judiciaire soit indépendant du reste des institutions, si tant est qu'elles existent. Pour cela, comme disait Madame tout à l'heure, il faut avoir une force morale. Ah, donc ils n'ont pas de force morale, ces juges, même si certains parmi eux sont honnêtes et intègres. Oui, il leur manque la force morale. Oui, au point où ils ne peuvent même pas rejoindre un train en marche. Même pas monter dans un train en marche. Je crois qu'il n'y a pas de force morale. C'est incroyable. Il ne faut pas oublier le chaos dans lequel, le chaos intellectuel dans lequel le pays a été plongé depuis 1962. En fait, là, nous avons quelques têtes qui pensent, quelques élites, etc. Mais il ne faut pas oublier que c'est des exceptions. Pendant longtemps, la classe politique a été anéantie. Pendant longtemps, l'élite, on ne sait pas ce que c'est que l'élite en Algérie. Oui. On ne se rend pas bien compte de ce que c'est que l'élite. Parce que s'il y avait une réelle classe politique opposante, une réelle élite, on n'en serait pas là. Probablement que le 22 février 2019 aurait eu lieu beaucoup plus tôt. Beaucoup plus tôt. Oui. Donc, je pense qu'il ne faut pas jeter l'anathème comme ça et encourager les gens, ne pas perdre espoir, parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe dans la rue algérienne est tout à l'honneur du pays le plus développé d'Afrique, hein, et il faudra encourager les gens à rejoindre, et toutes les corporations sont concernées, j'ai envie de vous dire, les médecins devraient pouvoir, ils sont aussi un maillon extrêmement important de la société. Et ce serait bien si tous les corps pouvaient s'organiser, les médecins, les magistrats, les avocats, les enseignants à l'université, les postiers, chacun dans son petit coin, pour faire émerger des élites parmi elles-mêmes et pouvoir constituer une sorte de conglomérat général, une sorte de congrès du peuple qui naîtrait de lui-même, quoi. Oui, non, mais c'était des idées qui étaient abordées au tout début de la Révolution. Bon, probablement que le temps qui est passé, l'été, etc. Bon, et puis, je ne doute pas un seul instant que les gens sont quand même en train de travailler. Le peuple est en train de faire sa partie, d'assumer et d'honorer sa partie du marché pour permettre justement à ces gens-là de travailler. Juste un mot, je ne suis pas un accro des réseaux sociaux. Mais il m'arrive, bien sûr, et souvent, de voir, et je le vois déjà dans ma propre famille. Je crois que c'est le premier baromètre. C'est des jeunes. Je crois qu'ils réfléchissent. Et ils savent réfléchir. Ils réfléchissent et ils savent réfléchir. Quand je lis les réactions et les textes qu'écrivent, très élaborés, qu'écrivent certains jeunes, oui. Moi je suis plus que scotché. Il y a une réflexion. Oui. Il y a une grande réflexion. Je vous rejoins totalement. Il y a une grande réflexion. Il y a une maturité, et je parle pour ce qui est de mes neveux-nièces, et une grande maturité dans l'exercice politique. C'est une capacité qui sommeillait, oui, qui était en latence, et qui se révèle et qui se réveille. Qui se réveille et se révèle, oui. Très vite, parce que... Allez-y. Je voulais juste dire que le fait d'avoir aboli le mur de la peur a fait exploser des énergies insoupçonnables. Absolument. C'est comme l'atome. Exactement. Adel Jabbar, sur ce sujet des magistrats, avant d'en arriver aux rumeurs concernant Gaïd Salah, puis Tabou. Ben, pour les magistrats, je pense qu'il ne faut même pas en parler. Quand on voit deux ex-ministres de l'injustice en prison, en l'occurrence Ouahia et Louh, donc le reste ne mérite même pas qu'on en parle. Aujourd'hui, les choix, ce système-là a une vision complètement nihiliste.
c'est un inhibiteur de l'action. On ne peut rien entreprendre parce qu'il a gangréné tous les corps de la société. Tous les corps de la société, je dis bien, les imams, les économistes, les juristes, les magistrats, partout, tous les corps de métier sont gangrénés. Cette société a été malheureusement caporalisée depuis 1962. Il y a une verticale qui est descendue, une véritable chape de plomb, et les critères de choix et de sélection ne pouvaient répondre qu'aux injonctions de l'État profond. Aujourd'hui, un petit lieutenant du DRS peut faire trembler un ministre. Il peut faire trembler un magistrat. Le magistrat répond aux ordres téléphoniques qu'il reçoit pour lui dire incarcère, met en prison, libère, etc. On a bien vu le cas du grand homme Tabou qui a été relâché par un magistrat et puis ensuite il a été ramassé sur ordre, paraît-il, personnel de ce caïd, pour leur dire qu'il s'est mis dans une colère affreuse et qu'il leur a donné ordre de le réincarcérer à nouveau. Donc parler des magistrats, moi je pense que c'est de la perte de temps. Ils auraient pu rejoindre la révolution qui les a libérés, qui a libéré les policiers, les gendarmes, les soldats, tout le monde, tous les corps de métier ont été libérés par ce peuple-là qui est en train de demander la liberté pour tous, un état de droit pour tous, une loi pour tous et au-dessus de tous. Malheureusement, ils sont restés confinés dans leur petit coin. J'appellerais ça de la lâcheté, parce qu'ils ont choisi entre leur khobza, entre guillemets, et la liberté de leur peuple. Ils le regretteront demain. L'Algérie va accoucher, comme disait madame, d'un bébé qui s'appelle liberté. Il n'est pas bon d'avoir un prématuré, je pense qu'on est à 7 mois. Attendant 9 mois, moi je suis de ceux qui sont définitivement convaincus que l'Algérie tournera définitivement la page de la dictature et elle va dissoudre cette dictature-là. Ne mettons pas du fumier sur une terre qui est complètement contaminée. Décontaminons la terre de la dictature, ramenons du fumier et plantons de nouvelles graines de la liberté et de l'indépendance. Au sujet de Ahmed Gaïd Salah, ces rumeurs, chef d'état-major, certains disent qu'il aurait eu une crise cardiaque, d'autres une pique de tension, d'autres qu'il serait arrêté quasiment, on ne sait pas. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a quelque chose, puisque sinon, pour démentir ces rumeurs, M. Ahmed Gaïd Salah aurait fait une apparition publique. C'est lui qu'on voit tout le temps, qui nous bombarde jusqu'à 4 fois par semaine par des discours fleuves. Donc, à votre avis, qu'est-ce que vous pensez de cette question? Honnêtement, et les Algériens sont en train de m'écouter, je considère ce monsieur-là comme un accident géologique. Son existence n'aurait jamais eu lieu dans l'Algérie du 21e siècle de 2019. On nous a imposé quelqu'un de complètement inculte, qui se comporte comme un adjudant de compagnie, qui parle à un peuple de 43 millions, avec des gens brillants, comme s'il parlait à des petits soldats de corvée dans une place d'armes. Ce monsieur-là ne représente rien pour moi, je n'apprends rien de lui. Pour moi, c'est un non-événement. S'il fait 10 crises cardiaques... Oui, mais il reste le chef d'état-major, il reste le vrai patron du pays, celui qui est en train de décider de convoquer le corps électoral depuis une caserne, d'en décider des échéances et de dicter au chef d'état fantoche tout ce qu'il veut. On ne peut pas l'ignorer, on ne peut pas. Non, moi je l'ignore définitivement parce qu'il ne représente rien. Moi, ce qui représente quelque chose pour mon cœur et pour mes yeux et pour ma raison, c'est ce peuple-là, plusieurs fois millionnaire dans les rues, qui est en train de réclamer sa quête de liberté. Ce monsieur-là est le représentant d'une junte qui ne représente pas le peuple. Il est en train de tracer son propre agenda qui ne rentre pas dans nos oreilles ni dans nos têtes, qu'il aille faire ces élections, qu'il aille importer un peuple, parce que le peuple algérien lui a définitivement tourné le dos. S'il est tombé malade aujourd'hui, je termine s'il vous plaît, oui. S'il est tombé malade, c'est parce qu'il n'a que du foin dans le ventre. Et on l'a vu, après avoir exfiltré sa famille, s'il était si honnête que ça, si propre que ça, ses enfants n'auraient pas quitté l'Algérie en laissant tous les trésors et tous les biens qu'ils ont volés aux Algériens. Alors, au sujet, parce qu'on arrive bientôt à la fin de l'émission, donc nous allons devoir aborder les sujets relativement vite. Au sujet de ce que ce régime est en train de faire subir à Karim Tabou. Vous savez, il a été mis en isolement, alors que c'est une pratique qui est
j'allais dire, qui relèvent de dispositions législatives et réglementaires. On ne peut pas mettre quelqu'un en isolement s'il n'est pas condamné. Quand quelqu'un est prévenu, on ne peut pas le mettre en isolement. Ils l'ont quand même mis en isolement. Et ils l'ont mis en isolement tout à côté du couloir de la mort, à côté des condamnés à mort, qui sont pour la plupart hyper stressés, très angoissés, qui se tapent la tête contre les murs. C'est affreux, selon ces avocats. Et pire que ça, on nous apprend qu'on lui fait subir des tortures morales, des tortures mentales, en ouvrant les judas qui donnent 20, 30, 40 fois par jour. On nous apprend qu'il est vraiment en train de subir un traitement inhumain et dégradant. À votre avis, Adel Jabbar? C'est le propre de la dictature et des régimes criminels qui n'ont aucun respect pour l'espèce humaine, ni pour le reste, malgré le fait qu'ils aient signé des conventions internationales pour protéger la faune, les humains. Ils ne respectent personne, ils tuent, ils brûlent, ils font tout. Maintenant, pour revenir à Tabou, Tabou est un grand homme qui est déjà dans le cœur des Algériens. Son portrait, même s'il est incarcéré physiquement, son esprit est libre parce qu'il a conquis le cœur des Algériens. Les Algériens manifestent avec le portrait de Tabou en criant « Libérez Tabou, incarcérez les fils du bandit Gaïd Saleh ». Mandela était un grand homme qui a été mis en isolement sur une petite île pendant 25 ans. Il en est sorti, grandi, et il est mort avec une aura universelle. Tabou sortira de prison parce que Tabou est un jeune homme intègre, intelligent, propre, nationaliste, patriote qui incarne l'Algérie de demain. Il aura un grand rôle à jouer dans cette Algérie. Lui et tous les patriotes et tous les militants qui ont été incarcérés par cette junte criminelle, c'est les représentants de cette junte qui finiront leur sale vie dans des trous à isolement. Tabou sortira de prison parce que le peuple va le libérer. Nous ne nous arrêterons jamais. Ce peuple-là ne reviendra jamais chez lui comme avant le 21 février. La révolution va continuer jusqu'à l'effondrement quasi total, définitif et irrévocable. Et restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission, Adel Jabbar. Akhila, sur Tabou d'abord. Eh ben, je rejoins tout à fait votre invité. C'est le propre des régimes totalitaires et dictatoriaux. On ne pouvait pas s'attendre à moins. Seulement, jusque-là, il s'était caché. Il y avait une certaine hypocrisie. On avait une façade civile. La Révolution a eu le mérite de le mettre au grand jour, de le pousser dans ses retranchements. Il est en train de s'adresser à nous avec son noyau dur, c'est-à-dire le commandement militaire. Voilà. Et ce qui est dommage... Pourquoi lui fait-on subir ce traitement indigne? C'est rassurant pour nous parce que ça voudrait dire que c'est une des personnalités qui est consensuelle, suivie par le peuple, scandée, quelqu'un qui est écouté par la jeunesse. On veut le briser? Bien entendu. Vous parliez tout à l'heure de représentation de la Révolution, mais pour la grande raison aussi qui a fait que le Hirak ne s'est pas donné de représentants, c'était aussi pour les protéger. C'était aussi une manière de protéger ses représentants. Ils savaient pertinemment qu'à partir du moment où on mettrait des têtes au-dessus de ce peuple, le pouvoir allait les décapiter, c'était plus facile. En les laissant noyer dans la masse populaire, on n'attirait pas l'attention sur eux. D'ailleurs, la preuve, dès le moment où il commence à avoir peur, il s'est mis à décapiter tout de suite les gens qui lui posent problème. Et puis les étudiants, on vous dit, les gens vous disent, il y a des listes, on vous dit, voilà, ils vont récupérer des gens à des endroits précis. Donc ils ont leur liste. Il s'agit de militants, d'étudiants. Quiconque émerge doit être décapité. Un certain leadership, des faiseurs d'opinion, tous ces gens-là. Le problème pour ce régime-là, moi ce qui m'inquiète, c'est qu'on est parti d'un constat où il faut dégager ce système parce qu'il est corrompu, parce qu'il est despotique, parce que pour toutes ces raisons-là, sauf qu'on va finir par demander à ce qu'il parte parce qu'il commet des crimes contre l'humanité. C'est ça le problème. Sur ce sujet de Karim Tabou, Karim Tabou subit ce que les observateurs des prisons, ce que les organisations qui s'occupent des prisonniers, et singulièrement
des détenus politiques dans le monde appellent ça une torture blanche. Karim Tabou est en train de subir une torture blanche. Torture qui ne laisse pas de traces oui, mais parce physiques. que vous l'avez dit tout à l'heure, c'est une torture essentiellement psychologique. D'abord parce qu'il est à l'isolement. Et nous savons les conséquences que peut générer l'isolement. Et puis, toutes les vexations qui le frappent. D'abord d'être isolé. Et puis, ce que vous avez décrit. Cela me rappelle un grand livre, Le zéro et l'infini, d'Arthur Koestler. C'est dans les mêmes conditions qu'on isole les détenus politiques, les détenus d'opinion. Mais la question que je me pose, et madame est médecin, et on sait qu'il y a des médecins dans les prisons, est-ce que, parce que mettre quelqu'un à l'isolement, sur le plan international, on doit avoir l'accord des médecins. Est-ce que les médecins... On doit aussi avoir l'accord de l'instance judiciaire. Oui. Ça ne peut pas être une mesure pénitentiaire. C'est une mesure dictée par le procureur ou le procureur général. Là, il y a une sanction. Karim Tabou est sanctionné. C'est un caractère fort, raison pour laquelle on le harcèle, parce qu'il a un fort caractère. Il faut le briser. Il faut absolument le briser. Donc la question qui se pose, c'est celle des médecins. Ont-ils donné leur accord pour que Tabou soit isolé de cette façon-là? Ou est-ce que les médecins ont été... Je présume qu'ils sont comme le reste. Ça veut dire qu'ils obéissent à l'injonction voilà. Et qu'ils... Donc, on veut le mettre dans une situation, parce qu'il y a des prisonniers, je sais, c'est pour ça que je dis que Karim Tabou a un caractère fort, on les pousse au suicide. D'accord. On les pousse au suicide, tout simplement. On est en train de pousser, ou de vouloir pousser Karim Tabou à la maladie mentale. Alors, comme il ne reste plus de temps, je vous demanderai d'aller très vite sur ces rumeurs qui circulent sur Ahmed Gaïd Saleh, et sur sa non-apparition, j'allais dire, sur cette absence inexplicable. On ne l'a pas entendu ni vu depuis plusieurs jours. Il y a sûrement quelque chose. Bon, je ne suis pas dans le secret des dieux et Dieu seul sait à quel point les secrets ne sortent pas du régime algérien. C'est incroyable. Ça fait 57 ans, on n'arrive pas à savoir ce qui se passe à l'intérieur. Mais il y a probablement quelque chose. Je reviens peut-être à l'article de Akram Belkaïd qui a écrit les discours du général où il dit on sait exactement le nombre de fois où le peuple algérien est sorti, on est au 33e vendredi, mais on n'arrive plus à compter le nombre de discours que ce général a prononcé à notre rencontre. Bon, là, au moins, eu... C'est bien ça, à notre rencontre, hein, ben oui, pas pour nous. Ben non, bien sûr que non. Et donc, oui, mais il faut qu'on ait notre propre feuille de route. Laissons-les se disloquer entre eux, laissons-les faire le sale boulot, et puis faisons notre propre feuille de route. Notre feuille de route, c'est la liberté et la démocratie. Brahim, sur ce sujet. Que dire? Il y a de multiples raisons pour lesquelles cet homme fait cette éclipse. Ouais. Hein, il s'éclipse parce qu'il y a de multiples raisons. Adel Jabbar a parlé tout à l'heure de la famille qui serait partie sans son autorisation, semble-t-il. L'affaire Taliba qui lui pèse énormément. Et puis, moi je pense aussi qu'il y a le complot des Targaryens quelque part. Vous pensez à quoi au juste? Je pense que cet homme-là commence à gêner. Et puis il mettrait doucement, progressivement sur une voie de sortie? Sans doute. D'accord. Sans doute. Merci Brahim Younsi, merci Aqil Al-Azri, merci Abdel Jabbar. Merci à vous, chers amis, de nous avoir suivis. Cette émission est maintenant terminée, mais comme d'habitude, j'aimerais vous rappeler quelque chose, c'est que si cette brutalité s'est exercée contre les manifestants étudiants à Alger et ceux qui les accompagnent chaque mardi, ce n'est pas pour rien. C'est pour que ce vendredi prochain, vous ne sortiez pas de façon aussi massive. Et c'est aussi pour vous inciter à réagir de façon proportionnelle à leur violence, c'est-à-dire avec violence. Or, nous savons tous maintenant